Victoire hier des forces armées maliennes contre les terroristes à Mourdia dans la région de Nara. Très tôt le matin, ce poste de Fama a été attaqué par des combattants de la Katiba Massina. Les assaillants ont utilisé 2 véhicules kamikazes et des tirs d'obus contre le poste de Fama à Mourdia. À suivre le bilan de la riposte de Fama dans quelques instants. Préparatifs de la première grande commission mixte de coopération entre le Mali et le Rwanda. Les experts des 2 pays ont achevé à Kigali leurs travaux. Les 48 heures d'échange ont permis aux 2 parties de peaufiner les textes qui doivent servir de projet d'accord entre le Mali et le Rwanda. Il est 13h, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Partons pour Mourdia, dans la région de Nara, où les forces armées maliennes ont infligé une lourde défaite aux terroristes de la Katiba Massina. Nous vous proposons le contenu du communiqué de l'état-major général des armées. C'est avec Boubacar Bablin Touré. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que ce dimanche 26 mai 2024, aux environs de 5h40 du matin, des combattants de la Katiba Massina ont mené une attaque avec utilisation de 2 véhicules kamikazes et des tirs d'obus contre le poste de Fama de Mourdia, région de Nara. La prompte réaction et sans répit des Fama a permis de déjouer cette attaque en infligeant de lourdes pertes en vies humaines et matérielles aux terroristes. Le bilan fait état d'un nombre important de terroristes neutralisés, des dizaines de blessés et les matériels suivants récupérés. 11 mitrailleuses PKM, 15 PM, 4 LRAC, 4 roquettes de LRAC, 9 motos, 3 radios talkie-walkie et divers matériels, boîtes chargeurs de PKM, chargeurs PM, beaucoup de munitions. Du côté des femmes, on déplore malheureusement 5 morts, des dizaines de blessés et des véhicules touchés par balles et fractions des obus et véhicules kamikazes. L'état-major général des armées présente ses condoléances aux familles des frères d'armes tombés sur le champ d'honneur et souhaite prompt rétablissement aux blessés. L'état-major général des armées rassure la population que la recherche et la neutralisation ainsi que la destruction des refuges terroristes continuent sur toute l'étendue du territoire national. Unis, nous vaincrons. Direction le Rwanda pour parler des préparatifs de la première grande commission mixte de coopération entre le Mali et le Rwanda. Les experts des 2 pays ont achevé à Kigali leurs travaux. Les 48 heures d'échange ont permis aux 2 parties de peaufiner les textes qui doivent servir de projet d'accord entre le Mali et le Rwanda. Des documents qui doivent être signés aujourd'hui au cours de la session ministérielle. Ils concernent quasiment tous les domaines de développement. Le point avec nos envoyés spéciaux à Kigali, Mohamed Diarra et Taïb Adjawakoui. Ils sont à la base des grandes décisions attendues à l'issue de cette première grande commission mixte de coopération au Rwanda-Mali. Les experts d'une bonne dizaine de départements ministériels du Mali et du Rwanda ont accordé leur violence sur les différentes propositions d'accords de coopération et autres documents qui seront adoptés par les ministres des Affaires étrangères des 2 pays. Des accords tous mutuellement avantageux pour les peuples des 2 pays. Nos échanges ont été marqués par un esprit de partenariat et de compréhension mutuelle, témoignant de notre volonté commune de construire un avenir meilleur pour nos 2 peuples. Nous avons également posé des fondations d'une collaboration future, fructueuse. Les liens que nous avons tissés et les idées que nous avons partagées serviront de notre solide coopération sur laquelle nous bâtirons des actions concrètes et durables pour un avenir meilleur pour nos 2 peuples. En attendant la session ministérielle qui s'ouvre ce lundi, déjà un sentiment de travail bien fait se dégage des 2 côtés. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement eu égard à l'engagement de nos 2 gouvernements et de nos peuples à consolider et renforcer davantage la coopération bilatérale dans divers domaines tels que la défense et la sécurité, la justice, l'économie et les finances, les infrastructures et le transport, le commerce, le développement agricole, le secteur minier et énergétique, l'enseignement, la santé. Les résultats encourageants auxquels nous sommes parvenus témoignent de notre détermination commune à faire de notre coopération bilatérale un exemple réussi de coopération sud-sud pour le bonheur de nos 2 peuples.
Les travaux de 2 jours se sont déroulés conformément aux orientations stratégiques des dirigeants des 2 pays, le tout dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Retour dans notre pays, AES, un instrument au service du panafricanisme, c'est l'intitulé du sujet d'un concours dont les résultats ont été proclamés samedi. La catégorie qui s'intitule concours littéraire a concerné le niveau supérieur, tandis que la deuxième appelée parcours pédagogique était destinée aux élèves du secondaire. La catégorie concours littéraire a été remportée par Amgar Traoré de l'école normale supérieure. C'est dans le cadre de la journée de l'Afrique, nous dit Tchemogo Konaté. L'Alliance des États du Sahel a l'honneur en ces jours de célébration de l'unité africaine. Nous sommes dans le monde scolaire et universitaire où plusieurs élèves et étudiants s'affrontent à la faveur de ce concours. La première catégorie, intitulée concours littéraire, a concerné le niveau supérieur, alors que la deuxième, appelée parcours pédagogique, était destinée aux élèves du secondaire. Il y avait tout un ensemble de critères, donc l'effort de recherche, et puis le contenu, et puis le respect de la consigne, le nombre de mots. Et ce sont entre autres des critères qui ont prévalu pour déterminer les candidats. AES, un instrument au service du panafricanisme, tel était le sujet soumis à l'appréciation des participants. Dans la première catégorie, c'est un nommé Amgar Traoré de l'école normale supérieure qui se taille la part du lion. Autre un trophée pour son établissement, il empoche la somme de 100 000 francs CFA accompagnée d'une attestation de reconnaissance. Il est respectivement suivi de Abdulaziz Aïdara de l'école supérieure de journalisme et des sciences de la communication et de Sanata Guindo de l'Institut supérieur des techniques économiques et comptables. Ils empochent respectivement 75 000 et 50 000 francs CFA en plus d'une attestation. Les sujets étaient à résoudre d'une manière de dissertation, une introduction, un développement et une conclusion. Mais je me suis beaucoup plus appuyé sur les enjeux et les perspectives au niveau du développement. S'agissant de la catégorie parcours pédagogique, le premier prix a été remporté par Ousmane Koulibaly du lycée privé Aminata Draman Traoré de Bako-Djigroni en commune 5 du district de Bamako. En plus d'un trophée pour son établissement, il reçoit la somme de 75 000 francs CFA accompagnée d'une attestation. Le jeune Koulibaly est suivi respectivement de Allam Victoire du même établissement et Samba Sissé du lycée Charité toujours à Bako-Djigroni. C'était pour voir comment les enfants perçoivent cette notion de l'AES là. Nous avons compris que les étudiants, les élèves au Mali aujourd'hui, ils ont vraiment une bonne conscience de l'AES et surtout ils ont une bonne conscience de la notion de panafricanisme. Ce concours, faut-il le souligner, est une initiative de la direction de la Tour de l'Afrique dont la première est responsable Miss Grand pour le continent. Je rêve d'une Afrique où la jeunesse est une force et non une faiblesse. Je rêve d'une Afrique sans frontières. Je rêve d'une Afrique où on parle moins et on agit plus. Je rêve d'une Afrique tout simplement unie dans la paix. Autre temps fort de cette cérémonie de remise des prix, la déclamation des poèmes par des jeunes scolaires. Poèmes qui traitent des sujets comme l'unité africaine, l'immigration irrégulière et surtout la bravoure des femmes sur les champs de bataille. L'Alliance pour la consolidation des idéaux du colonel Assimi Goïta a célébré à Tombouctou la journée de l'Afrique. Occasion pour elle d'organiser un concours de poésie de culture générale essentiellement axé sur le panafricanisme de Tombouctou. Les détails avec Najim Baba Sissé. L'impérialisme et nous instaurons le panafricanisme. Le 25 mai, journée mondiale de l'Afrique. Une occasion saisie par l'Alliance panafricaine pour la consolidation des idéaux de Assimi Goïta pour ressourcer les élèves et étudiants sur le panafricanisme à travers un concours de poésie et de culture générale à Tombouctou. Selon les initiateurs, cette démarche vise à renforcer davantage l'unité africaine et cultiver l'esprit panafricain. L'idée, c'est de les faire comprendre qu'aujourd'hui, notre salut à tous n'est dans autre chose que dans l'unité réelle de l'Afrique et que déjà nous sommes dans la bonne dynamique à travers la création de l'Alliance des États du Sahel. Pour nous, nous sommes satisfaits parce que déjà il y a des volontaires qui ont décidé de faire des poèmes sur l'AES, sur le panafricanisme, en français, en arabe. Déjà pour nous, ça c'est insatisfait. Au nombre d'une dizaine, les jeunes panafricains poètes et slameurs ont rivalisé de talent avec des textes sortis de l'ordinaire pour célébrer l'Afrique et lancer des messages d'union et de fraternité aux États africains. Hamdedou Hamdan est le lauréat de la partie. Le panafricanisme, comme vous le savez, c'est des idéaux politiques, sociaux pour
à un moment donné, parce que les Africains, à un moment donné, ils ont dit non à ces colonialismes, tout ce qui s'est fait injustement. Ils se sont révoltés. C'est dans ce cadre que les grands panafricanistes, comme Nkrumah a eu l'idée de créer ce mouvement-là. Ça a été vraiment une activité qui est vraiment réussie, parce que les jeunes se sont vraiment donnés, ils sont inscrits et ils nous ont vraiment prouvé réellement que ces jeunes slameurs de Tombouctou maîtrisent réellement ce que c'est que les panafricanistes. Donc je suis vraiment heureux, très content. La cérémonie a été mise à profit pour remettre des attestations de reconnaissance aux participants ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué pour la réussite de cette activité. Restons dans la cité des 333 saints. Le projet Équité vient de faire des heureuses à Tombouctou et Diré en remettant à des femmes un chèque de 250 000 francs CFA, une somme qui doit permettre aux bénéficiaires de mener des activités génératrices de revenus. On en sait plus avec Idrissa Goulou Sissoko. Par cette remise de chèque d'une valeur de 250 000 francs CFA, il s'agit de soutenir les parents d'enfants vulnérables par des activités génératrices de revenus. L'objectif du projet est de renforcer la résilience des enfants les plus vulnérables dans les cercles de Tombouctou et de Diré en favorisant une éducation inclusive de qualité dans un cadre de vie sain et un environnement d'apprentissage protecteur. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer mes remerciements à l'ensemble des acteurs ici présents pour leur effort constant dans la promotion de l'exclusion scolaire et des couches vulnérables. Le projet nous a donné un appui financier pour qu'on puisse s'occuper de nos enfants vivants avec handicap. Nous allons utiliser ces fonds pour les fructifier afin de pouvoir les soigner en cas de maladie ou leur venir en aide aux besoins. Nous remercions HI pour cet acte de générosité. Ce geste du projet vise à soutenir les efforts des bénéficiaires et de les encourager dans leur initiative et accompagner les autorités dans la lutte contre la pauvreté. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque un pas décisif dans la conduite opérationnelle du projet Équité. En effet, il s'agira pour nous d'octroyer des subventions à hauteur de 250 000 francs au profit des couches vulnérables au sein de notre communauté afin de développer des activités génératrices de revenus. En optant pour cette dynamique, nous comptons promouvoir les maintien scolaires de ces enfants qui sont des gages de notre avenir demain dans le cadre de la construction de cette République du Mali. Il convient de rappeler qu'il s'agit d'un processus d'appui financier par lequel des ressources sont octroyées directement aux parents d'enfants vulnérables, ciblés sur la base des critères préalablement établis. Ainsi, à ce jour, à l'issue du processus de sélection, les 34 projets présentés et jugés viables par les membres de la commission communale d'éducation inclusive de Tombouctou bénéficieront de cet appui. Le projet est financé par le ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg à travers le projet Équité. Le village d'enfants SOS de Kita veut booster l'employabilité des jeunes de Kita et d'ailleurs, à travers un centre de compétences numériques, des jeunes viennent de recevoir leur attestation de fin de formation en informatique, nous dit Mamadou Aliou Bari. Participer pleinement au développement socio-économique de Kita en permettant aux jeunes d'acquérir des compétences à travers une formation numérique de très haut niveau, favorisant leur employabilité de résilience, tel est l'objectif du centre informatique du village SOS Enfants de Kita. Cette cérémonie est le couronnement de plusieurs séances de formation en informatique à l'endroit des jeunes de la capitale de l'Arachide. Le centre de compétences numériques de Kita, abrégé en seconde, c'est une initiative innovante qui est mise en œuvre par l'association des villages d'enfants SOS au Mali à travers son programme de Kita. C'est un centre informatique équipé d'une quinzaine d'ordinateurs HP qui a pour vocation à former les jeunes de la prise en charge SOS, les jeunes de Kita ainsi que les cadres de la ville de Kita en informatique. Donc nous avons plusieurs types de modèles de formation. Nous avons des modèles de formation qui se déroulent sur une longue période, c'est-à-dire sur 6 mois. À côté de ça, nous avons aussi d'autres formations courte durée qui se déroulent sur 1 mois, voire sur 2 semaines, des formations en informatique, des formations en anglais, des formations en création de CV et des formations en élaboration de lettres de motivation. C'est un centre vraiment assez incroyable parce que c'est la première fois que je vois ça dans la région de Kita même et j'invite les jeunes de Kita même ailleurs de venir s'inscrire.
Le village d'enfants SOS de Kita apporte ainsi sa contribution au développement de la jeunesse. Le manager du village SOS Enfants de Kita a souhaité que les formés mettent leur savoir au service des autres. Occasion pour lui de présenter le village SOS Enfants de Kita. L'enfant SOS de Kita est là il y a à peu près 15 ans. Le programme village d'enfants SOS, c'est une entité de l'association malienne du village d'enfants SOS depuis 1983. Nous accueillons les enfants en situation difficile. Nous prenons en charge les enfants qui ont perdu la petite enfance parentale et nous soutenons les enfants qui risquent de le perdre. C'est-à-dire nous soutenons les enfants de la communauté qui sont en situation difficile. À travers cette initiative informatique de formation de la jeunesse en informatique, de toute la jeunesse de Kita, pas seulement ceux qui sont au centre ici, et nous avons eu l'occasion de découvrir une technologie assez avancée. Des machines performantes, une connexion performante également, mais aussi des partenaires à l'extérieur, en Afrique comme en Europe, qui appuient à la formation des jeunes de Kita. Nous avons également vu tous qui ont profité, qui sont du centre également, et d'ailleurs, de ces formations, et à travers la remise des diplômes. C'est pour nous l'occasion de féliciter l'initiative et l'engagement des gestionnaires du village SOS Enfants, et aussi de demander à tous les jeunes de profiter pour renforcer leurs connaissances en informatique. Des remises d'attestation et une visite guidée du centre de compétences numériques du village d'enfants SOS de Kita, qui a formé plus de 600 jeunes, ont mis fin à cette cérémonie. Lancement officiel des activités de formation et de sensibilisation sur le leadership féminin dans la région de Dioïla, une initiative du réseau des femmes jeunes filles leaders pour l'émancipation, l'équité et le développement durable. Daniel Fomba pour le compte-rendu. D'une durée de 3 mois, cette initiative du réseau des femmes jeunes filles leaders pour l'émancipation, l'équité et le développement durable permettra de renforcer la capacité des milliers de filles sur le leadership féminin. Nous croyons fermement que les filles et les femmes ont un rôle central à jouer dans le développement de notre société. Et il est essentiel qu'elles aient des outils pour exercer ce rôle pleinement et efficacement. Selon l'exécutif régional, cette initiative permettra d'atteindre plusieurs objectifs au grand bonheur du genre féminin. Les objectifs phares du projet Girls Empowerment Leadership sont entre autres renforcer les capacités techniques et opérationnelles des jeunes leaders des organisations féminines en matière de genre et leadership afin d'améliorer leur participation active et inclusive dans les instances de prise de décision au niveau local, national et international. A signaler que ces activités sont soutenues par Plan International Mali Bureau de Douala et parrainées par le directeur général de l'ORTEM. Un mot de culture dans ce journal. La région de Sigasso abrite de nombreux trésors culturels et historiques, parmi lesquels la colline du Mamelon, symbole fort de l'histoire du royaume du Kénédougou. Le site est classé patrimoine national et figure sur la liste indicative de l'UNESCO pour son potentiel touristique et sa richesse culturelle. À la découverte de ce trésor culturel avec Moussokoro Sérémé, Souleymane Bamba. Il a la forme d'une pyramide de par son architecture unique et s'impose par sa taille d'environ 30 mètres de hauteur. Majestueusement bâti en plein centre-ville de Sikasso, telle une couronne sur la tête d'un roi, le Mamelon ou Famakulu est une colline artificielle des années 1877 qui donne un aperçu sur l'ensemble de la ville de Sikasso. Bien plus qu'une simple élévation géographique, ce lieu symbolique représentait un abri fétiche des rois Tcheba et Babemba Traoré et est étroitement lié à l'histoire du royaume du Kénédougou. C'était une petite colline que Tcheba a renforcée. Donc il y avait 4 zones distinctes sur le Mamelon. D'abord, comme c'était une butte qui existait, donc c'était utilisé comme un bois sacré où un génie protecteur de la ville existait. Une autre zone où on décapitait les condamnés de mort. Et une troisième zone, c'était le palais administratif et le tribunal indigène. Et une quatrième partie, il y avait une poudrière où on gardait en temps de guerre les munitions et en temps de paix
les vivre, que ce soit la justice, les problèmes sociaux, les problèmes de guerre, tout était débattu sur le Mamelon. Pour sauvegarder ce patrimoine culturel et valoriser son potentiel touristique, la colline du Mamelon a été rénovée en 2015 par le PACOM, projet d'appui aux communes urbaines du Mali. Elle abrite dans sa forme actuelle une explanade, un cafétéria, une salle de réunion ou vestibule, un bureau d'accueil, un magasin d'exposition, un bloc latrine, les murets et la clôture. Et la mission culturelle de Sikassou, en collaboration avec la mairie de la commune urbaine, veut entreprendre certaines actions. Nous avions demandé au ministère de la Culture de nous autoriser à prendre soin de ce patrimoine. Et d'abord sécuriser, faire un mur de sécurisation, entreprendre des travaux qui réhabilitent un peu le site. Et tout ce que vous voyez autour du Mamelon et au-dessus du Mamelon, c'est fait par la commune urbaine de Sikassou pour que ça pèse moins sur le budget communal. Nous avons suggéré avec les autres acteurs et comment déléguer la gestion à un opérateur. La population sikassoise accorde une importance capitale à cette colline en tant que symbole de leur identité culturelle et de leur héritage historique. Cependant, il faut déplorer la méconnaissance du site par une grande partie de la jeunesse. Ce qu'il faut, c'est d'abord informer la population par rapport à la richesse culturelle que nous avons ici. Le ministère aussi, à travers la mission culturelle, est en train de voir aussi comment essayer de délimiter et borner, même immatriculer ces sites. Donc ici, il y a aussi, en bas aussi, il y a un mur qu'on appelle mur historique. Donc on a élaboré les termes de référence. Il s'agit maintenant de finaliser ce projet parce que c'est en face de la tribune et maintenant les gens sur la tribune vont être en face de leur histoire, essayer de faire un plan de gestion et même voir l'ensemble du site, le classer sur la liste du patrimoine mondial. Les efforts de valorisation de la colline du Mamelon de Sikassou sont aujourd'hui liés à un certain nombre de défis, parmi lesquels l'accès à l'eau et la libération des emprises du site anarchiquement occupées par des marchands. Pourtant, selon la mission culturelle de Sikassou, l'endroit reçoit par an près de 1000 visiteurs locaux et nationaux intéressés par la richesse du patrimoine culturel malien. Un mot de sport avant de se quitter. La dernière étape de la 10e édition du Tour cycliste du Mali a été courue hier à Fana. De Fana plutôt à Bamako, Yaya Diallo du Mali s'impose en 4h44 minutes et 20 secondes et récupère le maillot jaune détenu depuis la première étape par le Burkinabé. Suivons le résumé de cette course avec nos envoyés spéciaux Mohamed Namakeita et Aruna Diara. Dimanche, 9h28. Température 32 degrés, les vents soufflent à 36 km/h. C'est le moment pour les sous-préfets de Fana, Daïrou Tapili, d'agiter les drapeaux noirs et blancs du départ fictif de la 6e et dernière étape du 10e Tour international du Mali. 144 km. Les Maliens Tchamoro Diallo et Yaya Diallo, capitaines, sont respectivement à 41 et 56 secondes du maillot jaune détenu par Mamadi Ilboudo du Burkina Faso. Après 40 km de course, les Maliens Draman Togola et l'Ivoirien Sindi Ouattara se détachent jusqu'à Bamako. Les capitaines de l'équipe nationale du Mali, Yaya Diallo, l'Ivoirien Isiaka Sissé et le Marocain Saber Laksène se disputent le podium à 1 minute 20 du peloton mené par l'équipe du Burkina. L'Aigle cycliste prend ses responsabilités au 6e et dernier tour d'un circuit de 18 km et remporte d'abord la bataille des 2 points chauds devant un public acquis à sa cause. Au dernier tour, Yaya Diallo sprint plus rapide que l'Ivoirien Isiaka Sissé et le Marocain Saber Laksène franchit la ligne d'arrivée dans une liesse populaire. Il s'adjuge la première place sur le podium avec à la clé les maillots jaunes détenus depuis la première étape
par Mamadi Ilboudo du Burkina Faso. Mali vient de relever les défis, pas un seul défi, des défis. Les défis de l'organisation et les défis aussi de remporter le trophée. Donc le Mali vient de faire un sac. Ça aussi, c'est notre canne. Vous savez, c'est pas facile d'organiser une compétition et de la remporter. Et je voudrais au nom du ministre en charge des sports féliciter Yaya Diallo et toute l'équipe nationale du Mali, l'équipe cycliste, pour ce sac. Je voudrais aussi leur exprimer toute notre fierté et notre satisfaction. Vous-même, vous l'avez remarqué, du début à la fin, le maillot jaune a été pris et conservé par nos frères de Burkina. Donc c'était un vrai challenge du côté du Mali d'enlever le maillot. Donc ils ont mouillé le maillot, ils ont réussi le pari. Et pendant ces 6 jours, nous avons parcouru 790 km. Ce n'est pas chose facile. Mais au finish, les résultats sont là. Quand on dit au Mali, on pédale et on gagne, voilà une preuve. Ainsi, ce sacre du capitaine des aigles cyclistes Yaya Diallo, son deuxième après celui de 2017, permet au Mali de conserver le trophée après la dernière édition remportée par Isiaka Koulibaly en 2021. Rappelons que le jeune Tchemogo Diallo s'empare du meilleur point chaud. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.